Je transgresse beaucoup de mes propres règles en publiant ce rapport sur un forum en ligne sous un pseudonyme. Au cours de ma longue et, j'ose le dire, remarquable carrière de journaliste d'investigation indépendant, je n'ai jamais agi de la sorte et je n'ai jamais publié d'article sans avoir préalablement vérifié les informations à 2 reprises. En fait, je n'ai qu'une seule source pour la plupart des histoires que je compte raconter. Il s'agit d'un homme que les autorités ont qualifié de rebelle et de fou. Ces mêmes autorités qui ont tant cherché à le réduire au silence. Je dois avouer que j'étais très cynique lorsque j'ai entendu pour la première fois les histoires farfelues de ce vieux marin. Je n'ai jamais cru au surnaturel et j'ai toujours fondé mes convictions sur des faits scientifiques solides. Mais les événements récents m'ont fait changer d'avis, et cette source est une personne en qui j'ai confiance. Je regrette toutefois de ne pas avoir eu la possibilité d'enquêter plus avant sur ces déclarations et d'obtenir des preuves irréfutables. Hélas, je crains que mon temps soit compté. Le gouvernement pourrait venir me chercher. Il est certain qu'il a tout intérêt à me faire taire. Cependant, au cours de ma carrière, j'ai affronté de nombreux petits bureaucrates, policiers secrets et dictateurs bon marché. Le gouvernement ne me fait plus peur, mais ce qui se cache dans les profondeurs marines est vraiment terrifiant. Je suis sûr que vous connaissez tous la thalassophobie, c'est-à-dire la peur obsessionnelle et intense des eaux profondes. Auparavant, cette phobie ne m'avait jamais vraiment affecté. Dans le passé, mon esprit rationnel aurait attribué ces peurs à une réaction évolutive ou au fait d'avoir regardé trop de films sur les requins tueurs. Je n'aurais jamais imaginé, même dans mes cauchemars, que nos océans abritaient autant de secrets obscurs et de mal à la limite de la compréhension humaine. Certains disent donc que l'ignorance est une bénédiction, mais je n'ai jamais adhéré à cette philosophie. Au contraire, j'ai toujours été fier de ma soif de connaissance et de ma passion pour la recherche de la vérité. Après tout, c'est pour cela que je suis devenu journaliste. Mais compte tenu de ce que j'ai appris et de la terreur pure qui envahit désormais mon esprit, je ne peux que me demander si cela en valait la peine. Cependant, je ne peux pas remonter le temps ni effacer ces connaissances de ma mémoire, tout comme je ne peux pas échapper à l'emprise glaciale de la force obscure qui m'a paralysé. En fin de compte, je me sens obligé d'écrire et de raconter cette belle histoire, même si c'est la dernière chose que je fais dans ce monde. Que puis-je dire à propos de Jack Brady, ma source intrépide et légende de la communauté océanique, qui a tout risqué pour me dire la vérité? Au moment où nous nous sommes rencontrés, Jack avait déjà plus de 70 ans, un homme riche d'une longue expérience de la vie, mais toujours animé d'une détermination et d'une rébellion à toute épreuve, visible même sous ses yeux fatigués et sa peau ridée. Difficile de croire qu'un mois seulement s'est écoulé depuis que le vieux Jack m'a contacté pour la première fois par email pour me demander de le rencontrer. Jack m'a laissé entendre qu'il avait une histoire d'une importance capitale à me raconter, et à moi seul. Il avait apparemment lu certains de mes travaux précédents et m'avait jugé apte à mener à bien cette mission. Je dois avouer que j'ai failli ignorer cet email inattendu et le supprimer sans même le lire. Compte tenu de ma carrière, je reçois beaucoup de faux messages et de messages provenant d'excentriques, et les descriptions vagues de Jack sur les secrets des 7 mers semblaient, pour être honnête, complètement absurdes. Mais je n'ai pas supprimé le message et j'ai plutôt envoyé une réponse pour convenir d'un rendez-vous. Je ne saurais dire exactement pourquoi. Appelez cela l'instinct du journaliste. Mais j'ai senti qu'il y avait une histoire à raconter et je devais suivre cette piste. Cependant, je ne me suis pas rendu à ce rendez-vous à l'aveuglette. Comme toujours, j'ai fait preuve de la prudence nécessaire et j'ai pris des renseignements sur Jack avant de le rencontrer. J'ai rapidement découvert que ma source avait eu une vie intéressante et une carrière variée, même si sa passion pour la mer était restée intacte.
Né et élevé dans une famille catholique irlandaise à Boston, Jack avait quitté la maison pour s'engager dans la marine à l'âge de 18 ans et avait passé les 5 années suivantes dans le service avant de prendre une retraite honorable. Notre héros a travaillé comme plongeur dans les Antilles pendant plusieurs années, avant qu'un incident non précisé ne le pousse à démissionner soudainement et à chercher un nouvel emploi. À partir de ce moment, son parcours professionnel est assez flou, du moins d'après les archives officielles. Auparavant, il avait été employé par l'Agence nationale d'observation océanique et atmosphérique pendant près de 4 décennies, même si j'ai remarqué que Jack était officiellement répertorié comme entrepreneur indépendant dans leur registre. On ne savait pas exactement quel travail Jack Brady effectuait pour cette agence gouvernementale, apparemment banale et sans particularité, mais sa lettre suggérait fortement que cette administration faisait partie d'un complot plus vaste. Mais que cachait-il exactement? La lettre initiale de Jack ne contenait pas de détails, mais il avait envoyé une série de liens vers des articles peu connus et apparemment sans rapport les uns avec les autres. J'ai lu cette sélection d'articles de presse, de revues scientifiques et d'articles Wikipédia qui couvraient dans mes tout, des monstres marins bibliques à la cité perdue de l'Atlantide et aux sons sous-marins inexplicables. Je ne voyais qu'un seul élément reliant ces histoires entre elles, et c'était le lien que Jack Brady entretenait depuis toujours avec les 7 mers. Nous nous sommes rencontrés dans un bar simple du quartier du port, le genre d'endroit où les habitués vous regardent d'un air méfiant lorsque vous entrez. J'ai trouvé Jack assis au comptoir avec un grand verre de whisky. Son apparence correspondait en grande partie à ce à quoi je m'attendais. Jack était un homme corpulent, pas gros, mais solidement bâti. J'ai remarqué une vieille cicatrice sur sa joue droite et la façon dont ses yeux bleus foncés restaient concentrés malgré l'alcool déjà consommé. Jack m'a accueilli froidement, me serrant fermement la main et hochant la tête. Il m'a proposé un verre que j'ai poliment refusé et m'a invité d'un geste à le rejoindre dans une cabine d'angle où, selon lui, nous pourrions parler en privé. Pour une raison quelconque, Jack a refusé que j'enregistre notre conversation, alors j'ai fait de mon mieux pour retranscrire ses paroles dans un carnet. J'ai commencé par lui poser des questions sur son éducation et le début de sa carrière, simplement pour comprendre qui était cet homme, âgé. Ses réponses étaient courtes et concises. Il a grandi dans une famille de marins et a appris à naviguer dès son plus jeune âge. Jack a peu parlé de son passage dans la marine, mentionnant seulement qu'il avait servi comme matelot sur un destroyer et qu'il avait été transféré en mer de Chine méridionale lors de la chute de Saigon. Il était clair qu'il ne voulait pas parler de sa vie personnelle et familiale, mais il tenait beaucoup à raconter une histoire datant de l'époque où il travaillait comme sauveteur-plongeur aux Bahamas, le 13 juillet 1982. Je n'oublierai jamais cette date. Je sais que c'est un cliché, mais ce jour-là a changé ma vie à jamais. Le matin, j'ai reçu un appel de la police de Nassau me demandant de les aider à repêcher un corps dans les eaux côtières. Un pêcheur avait signalé avoir vu un cadavre debout dans les eaux peu profondes. « Debout » ai-je demandé, perplexe. « Oui » a répondu Jack. Ses jambes étaient enfoncées dans du béton. Un vrai salaud de mafieux. Il est parti nourrir les poissons, tu comprends? J'ai haussé les sourcils, surpris. Eh bien, c'est inhabituel. Non, pas vraiment, répondit Jack en haussant simplement les épaules avant de prendre une autre gorgée de whisky. À l'époque, nous étions en plein cœur de la route de trafic de drogue la plus fréquentée de l'hémisphère occidental. Les passeurs de drogue se disputent et les cadavres finissent dans l'eau. Il était assez courant de repêcher des corps. Les circonstances étaient étranges, mais ce n'est qu'une fois dans l'eau que j'ai compris que quelque chose n'allait pas. « Quoi exactement ?» demandai-je, désormais intrigué. « Eh bien, il faisait très chaud ce jour-là, plus de 30 degrés.
L'eau aurait dû être chaude, mais quand j'ai plongé, était glacée. Je me souviens avoir été pris de frissons dès que j'ai refait surface. Cela n'avait aucun sens, mais à partir de ce moment-là, tout est devenu encore plus étrange. Il s'est tu à nouveau pour prendre une autre grande gorgée d'alcool fort. Je suppose que Jack avait besoin de cette eau courageuse pour continuer, et j'ai remarqué que son visage avait pâli. Le corps se trouvait à faible profondeur, à seulement 20 ou 30 mètres. Nous étions près du rivage et l'eau était cristalline. Je pouvais donc voir le corps depuis la surface. C'est pourquoi, malgré les signes inquiétants, j'ai plongé. Comme je l'ai déjà dit, l'eau était incroyablement froide. Mais il y avait autre chose. Il n'y avait pas de poissons à proximité. J'ai récupéré de nombreux corps, et lorsqu'un cadavre reste sous l'eau pendant un certain temps, il attire inévitablement les charognards. Les habitants des fonds marins arrivent dans les premiers, suivis par les plus gros prédateurs. Dès qu'ils sentent le sang dans l'eau, la nature reprend ses droits, et il ne reste bientôt plus que des os et des cartilages. Mais lors de cette plongée, il n'y avait pas âme qui vive à l'horizon. J'étais perplexe quant à la suite de l'histoire, mais en même temps intrigué. J'ai remarqué que la voix de Jack s'était adoucie et qu'il semblait réticent à poursuivre son récit. Alors j'ai dû le pousser. « Continue », ai-je chuchoté. Jack a rompu le contact visuel, fixant son verre avant de continuer. Comme je l'ai dit, j'ai plongé et j'ai vu le corps de près. Je t'ai déjà dit que ses jambes étaient enfoncées dans du béton. Je ne sais pas qui lui a fait ça, mais j'imagine qu'ils avaient de leurs raisons. Le corps était celui d'un homme d'environ 1,80, mais c'est à peu près tout ce que je pouvais dire de la victime. Ses vêtements étaient déchirés en lambeaux et sa chair était en décomposition. Il n'y avait aucun signe indiquant que des animaux s'étaient régalés de lui, mais le corps de l'homme était néanmoins en train de se désagréger. La décomposition était avancée, et il semblait que le cadavre était resté dans l'eau pendant longtemps. Mais cela n'avait aucun sens, car le corps n'avait été découvert et signalé que ce matin-là. La victime se trouvait à faible profondeur et était visible depuis la surface. Il était donc impossible qu'elle soit restée inaperçue pendant longtemps. J'étais perplexe devant l'état du corps, mais ma principale préoccupation était de savoir comment le remonter à la surface. Je savais que j'aurais besoin d'un équipement spécial pour cela et je m'apprêtais à remonter vers mon bateau. Mais ensuite, j'ai vu cela et tout mon corps s'est figé. « Qu'as-tu vu » ai-je demandé avec impatience. Jack a fini son verre avant de répondre, la voix tremblante lorsqu'il a pris la parole. Les yeux du mort étaient fermés, puis ils se sont soudainement ouverts. Il a levé les paupières et m'a regardé droit dans les yeux. Mon Dieu, ses yeux! Ils ne ressemblaient à rien de ce que j'avais vu dans ma vie. Noirs comme du charbon et sans âme. Des yeux vraiment monstrueux. Je suis resté figé pendant un long moment, incrédule. Mais ce n'était pas tout. Le cadavre a ouvert la bouche, dévoilant un trou noir béant qui m'a semblé être un portail vers l'enfer. L'eau s'est engouffrée dans sa bouche et j'ai eu l'impression qu'il essayait de crier, mais le son était étouffé par l'eau. Il ne pouvait pas bouger ses jambes, mais le monstre s'est étiré vers moi avec ses mains squelettiques, semblables à des griffes. Heureusement, j'étais hors de sa portée, mais je reculais et tombais au fond de la mer. Le monstre continuait de crier, essayant désespérément de m'atteindre, ses yeux noirs brûlant d'une haine pure. Que dire? Je me suis enfui comme un dératé et j'ai remonté à la surface, laissant le monstre enragé, piégé au fond de la mer. J'ai rapporté ce que j'avais vu à la police de Nassau, et le détective chargé de l'enquête m'a regardé comme si j'étais fou. J'ai commencé à penser que j'avais simplement imaginé tout cet incident. Était-ce une hallucination? Étais-je en train de perdre la tête? J'ai vraiment douté de ma propre santé mentale. Mais ensuite, la police a envoyé un autre plongeur, et je pense qu'il a vécu une expérience similaire. En fait, je pense qu'il a été blessé pendant la plongée.
car le monstre a déchiré sa combinaison. Après cela, la situation s'est aggravée. Les autorités locales ne savaient pas quoi faire de cette créature. Alors un expert américain a été appelé. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé ensuite, mais je pense que le gouvernement américain a récupéré la créature et l'a ramenée aux États-Unis. Pourquoi? Je ne peux pas le dire, et honnêtement, je ne veux pas le savoir. Le récit de Jack s'est arrêté là. J'avoue que ma première réaction a été d'éclater de rire, mais heureusement, je me suis retenu. En observant le langage corporel tendu de Jack, j'ai compris qu'il n'essayait pas de me tromper ou de me faire perdre mon temps. Son histoire était absurde et manifestement impossible, mais il semblait sincèrement croire que cet incident s'était produit. J'ai imaginé qu'il avait halluciné une rencontre avec des morts vivants au fond de la mer. Peut-être y avait-il quelque chose de toxique dans l'eau, ou peut-être souffrait-il d'un syndrome de stress post-traumatique résultant de son service militaire. Quoi qu'il en soit, je ne croyais pas à son histoire. À ce moment-là, je ne savais pas quoi dire, littéralement abasourdi par l'absurdité de l'histoire de Jack. Finalement, c'est Jack qui a rompu le silence gênant, comme s'il pouvait lire dans mes pensées. « Tu ne me crois pas, n'est-ce pas ?» a-t-il dit d'un ton froid. « Tu penses que je raconte n'importe quoi. » Il m'a regardé droit dans les yeux en posant sa question provocante, et je me suis soudain senti très mal à l'aise. « Désolé, Jack, mais c'est tout simplement invraisemblable. Je suis journaliste professionnel, je ne cours pas après les fantômes et les spectres. » Jack a souri et a secoué la tête, mais a continué à maintenir le contact visuel à travers la table. « Ce n'est pas grave, je ne m'attendais pas à ce que tu me crois. Du moins, pas tout de suite, et je n'ai aucune preuve matérielle pour étayer cette histoire. Mais j'ai beaucoup d'autres histoires à raconter et des preuves pour les corroborer. Je serais ravi de partager ce que j'ai, mais je comprends que cela demande un acte de foi de ta part si tu veux partir. Je ne t'en voudrais pas. Non, c'est non, mais si tu veux creuser plus loin, tu as mes coordonnées. Maintenant, excuse-moi, j'ai besoin d'un autre verre. » Peu après, j'ai quitté le bar, la tête encore pleine de cette étrange histoire. J'ai vu et entendu beaucoup de choses folles au cours de ma carrière, mais jamais rien de comparable à l'histoire de Jack. D'habitude, j'aurais immédiatement rejeté toute l'histoire paranormale, mais Jack Brady avait quelque chose qui m'avait impressionné. Il ne semblait pas être un fantaisiste ou un psychopathe lambda, et je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il y avait là une histoire vraie. J'ai mené mon enquête sur l'incident aux Bahamas, mais j'ai trouvé peu de preuves corroborant le récit de Jack. Mes tentatives pour contacter la police de Nassau n'ont abouti à rien, mais Jack affirmait que l'incident avait été étouffé par les autorités. J'ai effectivement trouvé une brève note dans les archives d'un journal qui confirmait que le corps avait été découvert à cet endroit, à cette date. Ce qui m'a semblé intéressant, c'est l'absence d'articles ultérieurs dans le journal, ce qui aurait été normal si une enquête avait été menée. J'avais de l'expérience dans ce domaine et tout cela sentait vraiment le secret et la censure des médias. Je pense que c'est ce qui m'a convaincu de recontacter Jack et de convenir d'un deuxième rendez-vous. Je ne pensais toujours pas qu'il avait rencontré un mort-vivant au large des côtes des Bahamas, mais je croyais qu'il avait accès à un monde de secrets et de complots. Notre deuxième rencontre a eu lieu par une journée ensoleillée sur le quai. Alors que nous marchions tous les deux sur la jetée en regardant la mer, Jack m'a montré avec enthousiasme son voilier, un bateau de 25 pieds, magnifiquement construit et bien entretenu, baptisé Nautilus, dont le nom était soigneusement inscrit sur la coque. « Il est magnifique », ai-je dit avec enthousiasme, remarquant la fierté de Jack. « Tu vas le sortir aujourd'hui ?» Le visage de Jack pâlit lorsqu'il entendit ma question, et je me demandais si j'avais dit quelque chose de déplacé. Il y eut un silence tendu avant que Jack ne réponde enfin, et je remarquai une profonde tristesse dans sa voix lorsqu'il prit la parole. « Non,
Je ne suis pas retourné en mer depuis que j'ai pris ma retraite. Je doute que j'y retourne un jour. J'aurais dû vendre mon vieux bateau, mais je n'arrive tout simplement pas à m'en séparer. » Je ne savais pas comment réagir à cette déclaration, mais j'ai gardé cette information en mémoire pour m'en servir plus tard. Que les expériences de Jack soient des réelles ou imaginaires, il semblait évident qu'il souffrait d'un traumatisme grave. Nous sommes retournés sur la jetée et nous nous sommes assis sur un banc sous le soleil chaud. C'est alors que Jack m'a parlé de son changement de carrière après l'incident aux Bahamas. Travailler à Nassau était une bonne option. Bien sûr, j'ai vu toutes sortes de choses horribles, mais j'ai aussi sauvé beaucoup de gens et fait beaucoup de bien. Et c'était un endroit merveilleux où vivre, un véritable paradis tropical. Sans cet incident, j'aurais pu y rester indéfiniment. Mais quand on voit quelque chose comme ça change une personne. C'est comme si mes yeux s'étaient ouverts et que je pouvais soudainement voir à travers le miroir. J'étais également intrigué par l'expert qui avait été appelé pour s'occuper de la créature que j'avais rencontrée. Le fait que l'équipe ait été envoyée depuis mon pays d'origine suggérait qu'il ne s'agissait pas d'un cas isolé et que notre gouvernement savait ce qui se passait réellement sous la surface. Et il s'est avéré que mes soupçons étaient fondés. J'ai commencé à poser des questions à mes contacts dans l'armée. C'était sans doute assez stupide de ma part de fourrer mon nez dans des affaires louches et des agences gouvernementales secrètes. Mais heureusement, les hommes en noir ne sont pas venus m'arrêter et m'envoyer dans une prison secrète. En fait, c'est tout le contraire qui s'est produit, car on m'a appelé pour me proposer un travail. J'ai haussé les sourcils, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'être excité par cette révélation. Était-ce le complot gouvernemental dont j'avais tant envie d'entendre parler? L'appel venait d'un certain Monsieur Smith. Et non, je ne plaisante pas, c'était vraiment son nom. Andrew Smith travaillait pour la NUOA, qui, à première vue, était un service public assez ennuyeux. Mais Andy dirigeait un département qui n'existait pas officiellement dans les documents. En fait, leur existence même était niée et continue d'être niée par le gouvernement fédéral. Le département dirigé par Smith s'appelait le département des enquêtes océaniques spéciales. Encore une fois, un nom anodin, mais les activités de cette unité sont extraordinaires. « C'est donc ce type qui t'a donné du travail ?» demandai-je. « Oui, » répondit Jack en hochant la tête. Il a entendu que je posais des questions et m'a testé. Je pense qu'Andy a vu quelque chose en moi et a décidé que je pouvais les aider. C'était l'expert qu'ils avaient fait venir pour s'occuper du vampire aux Bahamas. Son équipe a réussi à capturer et à isoler la créature avant de la remettre à l'armée. Il ne sait pas ce qui lui est arrivé ensuite, tout comme moi. Bon sang, ce zombie est peut-être toujours enfermé dans la zone 51, pour autant que je sache. Mais mon intuition était juste. Les océans regorgeaient de mystères et de phénomènes inexplicables, et l'Ossor avait pour mission de les étudier. Jack passa les minutes suivantes à expliquer la structure et les pouvoirs de la division des enquêtes et à décrire ses premières années au sein de l'agence. Il avait commencé comme enquêteur junior, mais avait rapidement gravi les échelons sous la tutelle de Smith. Au cours de cette période, il a été envoyé à travers le monde pour enquêter sur divers cas liés à des incidents étranges et à des observations dans tous les océans de la planète. Jack a confirmé que la plupart de ces rapports étaient soit des canulars, soit des mythes locaux, soit avaient une explication logique. La division pouvait passer des années sans rencontrer d'activité paranormale réelle ou de cryptides, et les législateurs menaçaient constamment de réduire son financement. Mais ensuite, une affaire réelle passait au premier plan et attirait l'attention des puissants. L'histoire qu'il m'a racontée ce jour-là, sur le quai ensoleillé, était courte mais inquiétante, car elle décrivait les observations d'une créature connue simplement sous le nom de nageur. Cela a commencé comme une légende de plus. Alors, au début,
nous avons pensé que c'était encore une absurdité, a expliqué Jack. On trouve des récits sur le nageur tout au long de l'histoire, jusqu'à l'époque de l'Empire romain. Ce qui est intéressant, c'est que la même histoire se répète dans différentes cultures et civilisations à travers le monde. Dans tous les récits, les détails étaient étrangement similaires. Les marins parlaient d'un nageur solitaire, d'un homme à la peau bronzée, parfois nu, parfois vêtu, ou même en maillot de bain. Mais il est toujours aperçu loin, en pleine mer. Je veux dire, parfois, ce type se trouve à des centaines de kilomètres de la terre ferme la plus proche, trop loin pour qu'une personne normale puisse nager jusqu'à lui lorsqu'il est repéré. Il n'y a jamais d'autres bateaux à proximité et aucun indice permettant d'expliquer comment il s'est retrouvé en pleine mer. Étrange, n'est-ce pas? Mais il y a plus étrange encore. Les capitaines de nombreux navires ont tenté de sauver cet homme, mais chaque tentative pour l'interpeller ou même le sortir physiquement de l'eau a échoué. Cet homme ou cette créature n'y prête aucune attention et continue simplement à nager. « Ouah !» ai-je dit, faute de mots. La légende était vraiment étrange et assez effrayante, mais elle ne semblait être qu'un mythe. Mais, bien sûr, Jack avait quelque chose à ajouter. Je me suis occupé de cette affaire pendant l'hiver 1988, après que des gens aient signalé avoir vu le nageur dans l'Atlantique à environ 200 miles à l'est des Bermudes. Monsieur Smith n'accordait pas beaucoup d'importance à ces rapports, mais il m'a tout de même envoyé en reconnaissance. J'ai fait du stop sur une frégate de patrouille de la marine et on nous a autorisé à utiliser un hélicoptère de reconnaissance pour rechercher la créature. Honnêtement, nous avons eu de la chance de les trouver, étant donné que nous ne disposions que d'une localisation approximative. Mais nous les avons trouvés, et cette fois, j'ai obtenu des preuves. À ce moment-là, Jack a sorti son téléphone de sa poche et m'a montré la vidéo. L'enregistrement original était granuleux et grossier, et semblait avoir été réalisé avec une caméra vidéo des années 80, puis converti en fichier vidéo numérique. Le clip semblait avoir été filmé depuis un hélicoptère survolant une étendue d'eau, et je pouvais entendre le bruit des pales à travers les haute-parleurs du téléphone. L'hélicoptère volait par mauvais temps, et les eaux grises en dessous étaient agitées, avec de grosses vagues qui se formaient et se brisaient avec une force déchaînée. Soudain, le caméraman a zoomé sur l'image, et c'est à ce moment-là que je l'ai vu. Un nageur solitaire flottait face contre terre, vêtu d'un maillot de bain rouge vif. Je ne pouvais pas voir son visage, mais les actions de cet homme étaient extraordinaires. Je regardais, stupéfait, comment il nageait à contre-courant, sans paniquer et en restant à la surface. Il n'a pas levé la tête lorsque l'hélicoptère a survolé sa tête et n'a pas réagi aux appels lancés par les haut-parleurs de l'hélicoptère. Au lieu de cela, il a simplement continué à nager, même lorsque les vagues menaçaient de le submerger. La caméra est restée focalisée sur l'homme pendant quelques secondes avant de s'éloigner à nouveau. Le caméraman a ensuite balayé l'horizon, confirmant qu'il n'y avait ni terre, ni autre navire ou avion dans le champ de vision. Tout ce que je pouvais voir, c'était l'océan à perte de vue dans toutes les directions. Puis l'enregistrement s'est brusquement interrompu. Je levai les yeux de l'écran et vis que Jack m'observait attentivement. « Ouah !» répétai-je, sans développer davantage. Les images étaient convaincantes, mais je ne pouvais garantir qu'il ne s'agissait pas d'une mise en scène. « Avez-vous découvert qui il était ?» demandai-je. « Non », confirma Jack en secouant la tête. « C'est une affaire non résolue à ce jour, mais j'aimais les théories. »« Oh !» dis-je avec un intérêt sincère. Jack se tut un instant, semblant plongé dans de profondes réflexions, le regard tourné vers la mer. « Avez-vous déjà entendu parler de la légende du Juif errant ? C'est une fable médiévale qui raconte l'histoire d'un homme qui se moqua de Jésus sur la croix
et fut condamné à errer sur terre jusqu'à la seconde venue. Cette histoire me dit quelque chose, ai-je confirmé. Eh bien, je pense que le nageur est son équivalent marin. Il était autrefois un homme mortel, mais il a commis un grave péché. Il est désormais condamné à nager dans l'océan jusqu'à la fin des temps. Il ne se fatigue jamais, ne peut pas plonger et ne peut jamais s'arrêter. Personne ne peut aider cette âme malheureuse, et nous devons donc le laisser à son sort. J'ai eu la nausée après avoir entendu la théorie de Jack. Je n'étais pas un homme religieux, et je n'avais pas mis les pieds dans une église depuis des années. Mais il y avait quelque chose de vraiment effrayant dans l'idée d'une âme perdue. Un homme maudit, banni de la terre, et condamné à naviguer dans les mers déchaînées du monde pour l'éternité. Notre deuxième rencontre s'est terminée peu après. Jack m'a dit de le contacter si je voulais en savoir plus. Après notre rencontre, je me suis remis à faire des recherches. Il existe effectivement de nombreuses références et témoignages dans l'histoire et à travers le monde au sujet du nageur ou de l'homme flottant. Donc c'est vrai. Mais je n'ai trouvé nulle part sur Internet la vidéo que Jack m'avait montrée. Je ne croyais pas que la vidéo était un faux. Elle était peut-être mise en scène. L'homme qui nageait pouvait avoir été largué d'un hélicoptère, puis récupéré après le tournage. Mais pourquoi prendre un tel risque dans de si mauvaises conditions météorologiques? Cela n'avait tout simplement pas de sens. Néanmoins, à ce moment-là, j'étais déjà accro. Je n'ai donc pas perdu de temps et j'ai convenu d'un prochain rendez-vous avec Jack. Pour notre troisième entretien, Jack m'a invité chez lui, ce que j'ai pris comme un bon signe, car cela signifiait sans doute que je gagnais sa confiance. Il vivait dans un petit studio spartiate près du port. L'appartement était propre et bien entretenu, mais très simple. J'ai remarqué différentes bouteilles d'acide d'alcool alignées dans la cuisine et je me suis demandé si Jack avait des problèmes d'alcoolisme. Quoi qu'il en soit, il m'a proposé une tasse de café, que j'ai acceptée. Nous nous sommes assis dans son petit salon et j'ai remarqué la collection de livres usés sur les étagères. Comme on pouvait s'y attendre, Jack possédait de nombreux ouvrages sur la voile et l'histoire navale, mais j'ai également remarqué d'autres livres sur des sujets aussi variés que la religion, la philosophie et la mythologie. J'ai également été surpris de voir un exemplaire intact de la Bible du roi Jacques posé sur la table basse. Jack ne semblait pas être un homme religieux, mais peut-être que ce qu'il avait vécu avait changé ses opinions. Quant à moi, j'étais intrigué, mais toujours cynique et pas encore convaincu par les récits fantastiques de Jack. Je regardais Jack régler la télévision pour diffuser la vidéo depuis son téléphone et fus légèrement impressionné de voir un homme de son âge aussi doué en technologie. Il ne lança pas immédiatement la vidéo, mais me proposa plutôt une explication. « Je suis désolé de ne pas pouvoir partager ce fichier avec vous. Il en va de même pour les images du nageur. Je ne suis pas censé avoir ces enregistrements vidéo et je ne suis certainement pas autorisé à les montrer à des journalistes. Je viole de nombreuses lois fédérales, rien qu'en vous parlant. Vous pouvez me traiter d'indécis si vous voulez, mais je ne souhaite pas passer le reste de ma vie en prison. Cependant, si et quand je mourrai, ce sera une autre histoire. Je serai heureux de vous léguer toutes les preuves en ma possession, à condition que vous rendiez cette histoire publique. » « D'accord, » répondis-je, ne sachant pas trop quoi dire d'autre. Jack se pencha vers moi avant de poser sa question. « Eh bien, mon ami, je suis sûr que vous avez entendu parler de la cité perdue d'Atlantis. » Cette fois, je ne pus m'empêcher de rire devant l'absurdité de sa question. « Bien sûr, ne me dites pas que vous l'avez trouvée. » Jack partagea mon amusement en riant amicalement avant de répondre. « Non, j'ai bien peur que non. Cela aurait vraiment été le summum de ma carrière, tu ne trouves pas? Non, nous n'avons pas trouvé l'Atlantide, mais nous avons découvert et exploré une autre ville légendaire, perdue sous les vagues. Une ville ancienne dont l'existence même
remet en question tout ce que nous pensions savoir sur l'histoire de l'humanité. Après cette introduction mystérieuse, il appuya sur le bouton « Lecture » de son téléphone et la vidéo apparut sur l'écran de télévision. Nous avons vu des images provenant d'une caméra sous-marine, apparemment fixée à un petit sous-marin. « C'est un appareil sous-marin télécommandé », confirma Jack. L'enregistrement a été réalisé en 1996 et la technologie était à la pointe pour l'époque. Le film continuait, le sous-marin naviguait dans les eaux sombres et se trouvait manifestement loin sous la surface. Avec comme principale source de lumière un projecteur fixé à sa coque, le sous-marin continua sa descente vers un grand nombre de bâtiments en pierre qui, de manière inexplicable, étaient dispersés sur le fond marin. La zone était vaste et je pouvais voir de nombreux petits bâtiments, aux toits plats, entourant 3 grandes structures pyramidales. De toute évidence, nous observions une cité perdue au fond de l'océan, abandonnée depuis longtemps par les humains et laissée aux créatures marines et aux prédateurs des profondeurs. Je continuais à regarder ces images inhabituelles, stupéfait et hypnotisé par ce que je voyais. Je n'avais jamais vu un tel spectacle auparavant, et je ne pouvais m'empêcher de poser la question. « Où ces images ont-elles été tournées ?» demandai-je. « Le plateau des Mascareignes », confirma Jack d'un ton professionnel, « au nord-est de Madagascar et à l'ouest des îles Seychelles. Cet endroit se trouve à environ 150 mètres sous le niveau de la mer. Je suis resté bouche bée, tandis que je continuais à regarder la caméra du bathyscaphe s'approcher de la plus grande des pyramides de la cité perdue, haute de peut-être 50 ou 60 pieds, avec des escaliers menant à leur sommet. Je ne suis pas un expert en histoire ancienne, mais je n'ai jamais entendu parler d'une cité perdue dans cette région, ai-je dit. Non, et vous ne pouviez pas en entendre parler, répondit Jack. Il n'existe aucune trace écrite officielle attestant de l'existence de cette civilisation. En fait, toutes les archives historiques et géologiques indiquent que cette cité ne devrait pas exister, et pourtant, elle est bien là. « Qu'avez-vous découvert sur cet endroit ?» demandai-je avec impatience. « Et pourquoi cette découverte n'a-t-elle pas été rendue publique ?»« Honnêtement, nous n'en savons pas beaucoup, » répondit Jack. « Les archéologues ne peuvent donc pas expliquer ces structures et ces pyramides. Ils disent que la conception des bâtiments intègre des aspects de plusieurs civilisations anciennes différentes, égyptiennes, mayas, cambodgiennes. Il semble que cette ville engloutie soit plus ancienne qu'elles toutes. Elle pourrait bien avoir des dizaines de milliers d'années, et pourtant, les structures sont étonnamment bien conservées. Quant à savoir pourquoi nous n'avons pas rendu cette découverte publique, eh bien, les raisons deviendront évidentes. Il a pointé à nouveau l'écran lorsque l'appareil est descendu dans une petite entrée ouverte menant à l'intérieur de la pyramide submergée. J'ai observé attentivement le sous-marin télécommandé progresser dans l'étroit couloir à l'intérieur de la pyramide, éclairant le chemin avec ses phares, tandis qu'il s'enfonçait de plus en plus profondément dans les entrailles de la structure. Ce qui m'intéressait vraiment, c'étaient les mosaïques représentées sur les murs du couloir, des images qui semblaient raconter l'histoire du passé troublé et violent de cette civilisation perdue. Je voyais des images de prêtres en soutane debout au sommet des pyramides. Une pluie battante tombait sur eux, tandis que les saints hommes utilisaient des couteaux et des poignards pour tuer les prisonniers enchaînés, le sang de leurs victimes coulant vers le bord de l'eau. Sur l'image suivante, j'ai vu des voiliers sur les vagues et des marins jetant les corps d'esclaves ou de prisonniers par-dessus bord dans les eaux sombres. Mais le plus effrayant était le monstrueux prédateur sous la surface qui se régalait de corps humains. L'énorme créature ressemblait à un serpent de mer avec un corps écailleux, vert, et le monstre avait 3 têtes. L'image de la bête était terrifiante. J'ai vu 3 paires d'yeux rouges brûlants et 3 mâchoires remplies de dents acérées comme des rasoirs.
Jack a certainement remarqué mon choc à la vue de ces images terrifiantes et m'a surpris en citant la Bible. Il fait bouillir les profondeurs comme une marmite et transforme la mer en un onguent bouillant. Il n'a pas son pareil sur terre. Il est créé sans crainte. Il regarde avec audace tout ce qui est élevé. Il était le roi de tous les fils de l'orgueil. C'est le Léviathan, et c'est son royaume. Je poussai un cri de surprise en regardant mon interlocuteur avec étonnement, mais il n'entra pas dans les détails et me fit signe de continuer la visite. Finalement, le bathyscaphe quitta le long couloir et entra dans une immense salle au centre de la pyramide. Mon sang se glaça lorsque la caméra fit la mise au point et que nous vîmes ce qui se trouvait à l'intérieur de cette salle des horreurs. À l'intérieur de la pyramide gisaient les ossements de centaines, voire de milliers de personnes. Les murs étaient décorés de crânes, dont les orbites vides regardaient avec reproche le petit navire qui avait envahi leur tombeau, oublié depuis longtemps. Je détournai l'écran avec dégoût et me tournai vers Jack, qui éteignit la vidéo avant de se tourner vers moi. Il existe des légendes sur le continent perdu de la Lémurie, qui se trouvait prétendument là où se trouve aujourd'hui l'océan Indien, expliqua-t-il. On pensait que c'était un mythe, mais on a maintenant trouvé des preuves de son existence. On dirait que cette ville sans nom était la capitale d'une civilisation disparue. Comme tu peux le voir, leurs chefs et leurs prêtres pratiquaient des sacrifices humains à grande échelle. Mais aussi horribles que soient ces massacres, on dirait qu'ils avaient un but précis. J'ai haussé les sourcils d'un air incrédule et lui ai lancé un regard sévère. Jack a levé les mains en signe de défense avant de répondre. « Eh, je n'essaie pas de justifier cela, a-t-il dit, mais les Lémuriens étaient mis sous l'emprise de la bête. »« De Léviathan » demandai-je perplexe. « Oui, » répondit Jack avec le plus grand sérieux. « Nos anthropologues ont étudié les dessins laissés par leur peuple. Les Lémuriens croyaient qu'il fallait faire des sacrifices à la bête des profondeurs. C'est ainsi qu'ils assuraient la sécurité de leur civilisation. Il semble que ce système ait fonctionné pendant un certain temps. Mais finalement, la bête a remporté la victoire et leur ville a été engloutie par la mer. « C'est impossible !» m'écriai-je, ma patience ayant finalement atteint ses limites. Il n'existe pas de telles créatures dans l'océan. C'est tout simplement impossible. Jack sourit d'un air compréhensif et acquiesça. À une autre époque, je t'aurais cru, mais tu sais bien que moins de 20% de l'océan a été exploré et, à vrai dire, nous avons très peu d'informations sur ce qui se trouve au fond. D'accord, je comprends, répondis-je sur la défensive. Mais je ne crois pas qu'un tel monstre puisse exister. Un serpent à 3 têtes? Allez, mec, où sont tes preuves? Eh bien, il se trouve que j'ai une autre histoire à te raconter, dit Jack, ses yeux bleus brillant d'une énergie ardente. Je te demande de ne pas porter de jugement avant d'avoir vu et entendu tout ce que j'ai à te montrer. Je secouai la tête, n'en croyant pas mes oreilles. J'avais l'impression d'être entraîné dans un terrier de lapins, et cela ne me plaisait pas. Mais Jack m'avait accroché, et je ne pouvais pas partir sans avoir entendu toute l'histoire. Il y a eu un cas étrange au début des années 2000. En fait, il a été largement médiatisé à l'époque. La nouvelle a filtré avant que nous ayons eu le temps de l'étouffer. Mais bien sûr, le public n'a pas entendu toute l'histoire. Bien sûr, répétai-je avec un cynisme retrouvé, remettant à nouveau en question toute cette entreprise. Si Jack a perçu mon ton, il n'en a rien laissé paraître et a poursuivi son récit. En novembre 2003, un groupe de chercheurs a marqué une femelle grand requin blanc de 9 pieds au large de la côte sud-ouest de l'Australie. 4 mois plus tard, les enregistrements ont montré que le requin avait plongé brusquement à 2000 pieds de profondeur, avec un saut de température de 32 degrés. Puis, le requin a disparu sans laisser de traces. Peu après, la balise a été rejetée sur le rivage, mais il n'y avait aucun signe du requin.
Les chercheurs ont émis l'hypothèse qu'un animal de grande taille avait attaqué le grand requin blanc par en dessous et l'avait entraîné vers le fond. La question était maintenant de savoir quel animal aurait pu attraper et tuer un requin de 9 pieds. J'ai haussé les épaules avec dédain avant de répondre. Un poisson plus gros. Jack a ri joyeusement. Oui, bonne réponse, a-t-il dit. Ils ont pensé que c'était un requin blanc plus gros, ou peut-être un orque. Il n'y avait pas de réponse définitive, mais cette théorie a satisfait la majorité de la communauté scientifique. Mais il y avait autre chose qui n'avait pas été rendue publique. Je poussai un profond soupir, mais je ne l'interrompis pas, et Jack continua. Vous voyez, ce requin de 9 pieds n'était pas le seul animal marin marqué qui avait péri. Au total, 4 grands requins blancs avaient été tués dans cette partie de l'océan en l'espace de quelques mois. Le plus gros d'entre eux était un mâle de 16 pieds. 2 orques adultes ont également été tués. Les traceurs n'ont pas été retrouvés dans tous les cas, mais les enregistrements ont montré que tous ces animaux étaient morts de la même manière. Dans les 6 cas, quelque chose les avait attrapés par en dessous et les avait entraînés dans les profondeurs. Mes yeux se sont écarquillés lorsque j'ai fait le rapprochement dans ma tête. Mais bien sûr, cela ne pouvait pas être vrai, n'est-ce pas? Même si tous ces animaux étaient morts, il devait y avoir une explication logique. Nous avons tendu une sorte de piège, a poursuivi Jack. Nous avons récupéré le cadavre d'un grand requin blanc de 12 pieds, récemment décédé, et l'avons attaché à une bouée à 50 mètres sous la surface, en plein milieu du territoire de chasse d'un prédateur inconnu. De plus, nous avons installé des caméras sous-marines pour surveiller la situation et, espérons-le, l'apercevoir. J'ai senti mon cœur battre plus fort dans ma poitrine et j'ai demandé plus de détails. « Que s'est-il passé ?» ai-je demandé. Jack a souri, comme s'il aimait me tenir en haleine. Le cadavre du requin flottait dans l'eau depuis 3 jours. Nous étions sur le point d'abandonner et de détacher le corps. Et c'est là que cela s'est reproduit. Il a pris son téléphone et a affiché une autre vidéo sur le téléviseur. Cette vidéo était courte, à peine 10 secondes. Tout s'est passé très vite. À un moment donné, nous regardions à travers une caméra sous-marine dirigée vers le bas, dans les profondeurs obscures. Soudain, quelque chose d'énorme a surgi des profondeurs et s'est précipité vers le haut, droit vers la caméra. Je n'ai aperçu la bête qu'un instant, mais ses traits terrifiants étaient indéniables. Le prédateur géant qui avait surgi de l'obscurité avait 3 têtes avec 6 yeux rouges brûlants et 3 mâchoires béantes remplies de nombreuses rangées de dents acérées. J'ai littéralement sursauté sur place en poussant un cri de frayeur, tandis que mon cerveau effrayé essayait de comprendre ce que je venais de voir. La vidéo s'est interrompue une seconde plus tard, l'écran devenant instantanément noir. Comme je m'y attendais, la caméra avait été engloutie par la gueule du monstre. Bien que le monstre n'ait été filmé que pendant quelques secondes, Jack a pu me montrer un arrêt sur image. L'eau était sombre et l'image floue, mais je pouvais clairement voir le prédateur dans toute sa grandeur répugnante. Un cauchemar de dents et de rage, avec 3 mâchoires blanches qui ressemblaient à des entrées d'eau vers l'enfer. Et ses yeux, tous les 6, brûlants de rage, mais aussi d'une malveillance intelligente. Je n'avais jamais vu une telle créature auparavant, mais je ne pouvais m'empêcher de remarquer la ressemblance frappante avec les images de la ville engloutie. Peu après, j'ai quitté l'appartement de Jack, encore sous le choc et pris de nausées. Je n'ai pas convenu d'un prochain rendez-vous. J'ai juste marmonné que je le contacterais en me dirigeant vers la porte. Jack m'a fait comprendre qu'il avait encore des informations à me communiquer, mais je pense qu'il savait que j'avais besoin de temps pour digérer tout ce que j'avais entendu et vu. Je dois avouer qu'une fois rentré chez moi, je me suis servi un verre bien tassé et qu'il m'a fallu un certain temps pour me calmer. Mais dès que j'ai repris mes esprits, j'ai commencé à réfléchir logiquement
et mes doutes sont revenus. Les images que j'avais vues dans l'appartement de Jack étaient inquiétantes, mais certainement pas définitives. La vidéo de la ville sous-marine et de la bête à 3 têtes pouvait être une mise en scène, ou avoir été créée à l'aide d'images de synthèse. Je ne sais pas pourquoi Jack ou quelqu'un d'autre aurait pris la peine de se donner tant de mal pour cela, mais je ne pouvais pas exclure cette possibilité. Si Jack me disait la vérité, il devait y avoir des preuves à l'appui, des journaux, des données, des témoignages, etc. Il avait peut-être accès à ces informations, mais pour l'instant, je ne pouvais être sûr de rien. Je me disais que tout cela devait être des balivernes et que Jack Brady se moquait de moi. Tous mes instincts professionnels me poussaient à partir, à couper tout contact avec Jack et à abandonner cette enquête. Mais quelque chose de plus profond en moi m'empêchait de le faire. Ce n'était pas seulement le pressentiment que je courais après une histoire importante. Bien sûr, cela en faisait partie, mais ce que j'avais découvert avait éveillé quelque chose en moi. Appelez cela une peur primitive ou un réflexe évolutif, mais je commençais à croire que Jack avait raison et qu'il y avait vraiment quelque chose de maléfique et d'effrayant dans les profondeurs de l'océan. C'est à ce moment-là que les cauchemars ont commencé. J'ai mal dormi les nuits qui ont suivi notre 3e rencontre, mais quand je finissais par m'endormir, j'étais tourmenté par des visions vives et terrifiantes. Dans le premier cauchemar, je me suis retrouvé en train de couler dans les profondeurs, impuissant, tandis que je descendais dans l'obscurité, vers un gouffre apparemment sans fond. La lumière s'éteignait tandis que l'eau remplissait mes poumons. Mais dans mon rêve, je ne me noyais pas, et je me sentais étonnamment paisible. Ne vous méprenez pas, c'était effrayant d'être aussi impuissant, d'être entouré d'eau à perte de vue, de sombrer lentement dans un abîme presque infini. Mais dans ces profondeurs, il y avait de la beauté, un sentiment de frisson et d'émerveillement devant la grandeur du monde naturel. Malheureusement, la tranquillité que je ressentais dans cet état féerique n'était pas destinée à durer. Je l'ai vu du coin de l'œil. En tournant brusquement la tête, j'ai vu une créature se précipiter vers moi. J'ai essayé de crier alors que le monstre réduisait rapidement la distance qui nous séparait. Je battais des pieds de toutes mes forces, mais je ne pouvais pas m'échapper. Mon sang s'est figé, même lorsque l'eau autour de moi s'est mise à bouillir. Et puis, j'ai vu le monstre, une créature sortie tout droit d'un cauchemar, tirée des profondeurs de l'enfer. C'était le Léviathan, la terreur des profondeurs, venu pour se régaler de ma chair et prendre mon âme. Je criais et me débattais de toutes mes forces, mais cela n'avait aucune importance, car 3 mâchoires affamées se disputaient le privilège de me dévorer tout entier. J'ai eu une réaction normale à ce cauchemar. Je me suis réveillé en hurlant, couvert de sueur. C'était un mauvais rêve, mais je pense qu'il avait une origine traçable. J'avais vu des images du Léviathan lors de ma dernière rencontre avec Jack, et elles m'avaient terrifié. Il semblait donc tout à fait naturel que je fasse des cauchemars à propos de cette bête. Mais les horreurs que j'ai vécues la nuit suivante étaient plus difficiles à expliquer. Je me suis à nouveau plongé dans un cauchemar sous-marin. Cette fois, je me suis retrouvé au fond de l'océan. Je ne sais pas à quelle profondeur j'étais, mais quand j'ai levé les yeux, je n'ai pas vu la surface au-dessus de moi. En fait, la seule lumière dans cet enfer submergé provenait des créatures marines fluorescentes et des plantes qui jonchaient d'eau le fond de l'océan. Il y avait de l'obscurité tout autour de moi et j'étais transi de froid à cause de l'eau glacée. Je ne voulais pas être là. Ce n'était pas un endroit pour les mortels. J'ai désespérément essayé de remonter à la surface, mais je ne pouvais pas bouger. J'ai commencé à paniquer quand j'ai regardé vers le bas, et mon cœur s'est mis à battre à tout rompre quand j'ai vu que mes jambes étaient enfoncées dans le béton, tout comme celles du spectre que Jack avait rencontré aux Bahamas il y a toutes ces années. Je me suis débattu de toutes mes forces pour me libérer, mais en vain. Finalement, épuisé,
j'ai fini par accepter l'horrible conclusion que j'étais piégé dans cet enfer aquatique. Mais le pire était encore à venir. Soudain, la température de l'eau autour de moi a grimpé en flèche, passant de glacée à presque bouillante en quelques secondes. Un instant plus tard, l'eau sombre autour de moi est devenue rouge sang lorsqu'un épais nuage cramoisi m'a enveloppé. Je m'étouffais alors que la substance toxique pénétrait dans ma gorge et je devinais que, quelle que soit la chose qui avait pollué l'eau de l'océan, c'était un pur poison. Je priais pour me réveiller, mais le cauchemar n'était pas encore terminé. Mes yeux se sont habitués à la lumière lorsque le nuage rouge s'est dissipé et que quelque chose est apparu derrière lui. Une créature qui traînait les pieds au fond de l'océan. Mon corps s'est tendu, tandis que je regardais cette sombre entité marcher vers moi. Je ne pouvais ni bouger, ni crier. Mes poumons étaient remplis d'eau de mer, mais il m'était impossible de me noyer. Cela aurait été un sort préférable. Mais quelque chose de bien pire m'attendait. J'ai du mal à décrire l'horrible créature qui s'est sortie du brouillard rouge. Elle avait pris la forme physique d'un être humain, mais j'étais sûr que cette créature n'était pas humaine. Elle marchait sur le fond marin comme si elle était chez elle, sans prêter attention au courant et à la forte pression qui l'entourait. Je ne pouvais pas voir son visage. En fait, je ne suis même pas sûr qu'il ait eu un visage. Tout ce que je voyais, c'était une silhouette sombre qui glissait vers moi. Une forme fantomatique qui semblait avoir un contrôle total sur cet environnement hostile et qui était entièrement concentré sur moi, sur l'intrus dans son domaine. Je ne pouvais pas distinguer son visage, mais lorsque l'entité s'approcha, je vis ses yeux. Des yeux brûlants, semblables à des boules, qui illuminaient l'obscurité. Mais au lieu d'apporter la lumière dans les endroits les plus sombres, leur feu ne faisait que semer la terreur dans mon cœur. J'ai essayé une fois de plus de me libérer des bottes en béton qui me maintenaient fermement en place, tandis que mes cris étaient étouffés par l'eau bouillonnante, et la créature monstrueuse continuait à s'approcher. Ses yeux terrifiants me transperçaient, tandis que l'obscurité qu'elle apportait avec elle engloutissait tout autour d'elle. Puis je me suis réveillé, comme d'habitude, en hurlant et couvert de sueur froide. Je n'ai pas pu me rendormir cette nuit-là. Je n'osais pas. Dès le lever du soleil, j'ai appelé Jack et pris rendez-vous avec lui, le jour même. Pour le meilleur ou pour le pire, je devais entendre la fin de son histoire. Ma voix tremblait lorsque j'ai appelé Jack et je suis sûr qu'il a perçu mon inquiétude au téléphone. Cette fois-ci, je l'ai invité à venir chez moi. D'habitude, je ne fais jamais cela avec mes sources, mais je me suis justifié en me disant qu'il valait mieux être chez moi pour m'assurer qu'il ne ferait pas de manière lorsque je lui présenterais les preuves. Mais en réalité, je me sentais très inquiet et je ne voulais pas quitter ma maison. C'est fou quand on y pense. J'ai été confronté à des problèmes importants et à des situations dangereuses au cours de ma carrière, mais les cauchemars éveillés que j'ai récemment vécus m'ont vraiment bouleversé. Jack est arrivé à mon appartement, tôt, je me souviens, juste après 9 heures du matin. J'ai essayé de me préparer, mais je n'ai pas pu cacher les cernes sous mes yeux et la sueur froide sur mon front. Jack avait l'air normal lorsqu'il s'est présenté à ma porte d'entrée, une apparence sévère qui cachait à peine la tristesse et la vulnérabilité qui l'habitaient. Mon invité m'a jeté un regard méfiant lorsqu'il m'a vu pour la première fois, mais il n'a rien dit lorsque je l'ai invité à entrer. Ce n'est d'aucune fois installé dans mon salon qu'il m'a posé une question qui était en fait plutôt une affirmation. « Tu as fait des cauchemars, n'est-ce pas ?» a demandé Jack. Je suis resté bouche bée en fixant les yeux imperturbables de Jack. J'ai ressenti toute une gamme d'émotions et j'ai traversé un moment de tension avant de pouvoir parler. « Comment diable as-tu su cela ?» ai-je fini par demander. Jack a hoché la tête, les yeux baissés, l'air coupable. « Désolé, mon pote, » répondit-il. « J'aurais dû te prévenir que cela pouvait arriver.
Tous les employés de l'Ossoer en souffraient. Je pensais que les cauchemars ne t'affecteraient maintenant pas, car tu n'entendais ces histoires que par oui-dire. Je suppose que je me suis trompé. Je pris une profonde inspiration, m'effondrai sur le canapé et essayai de digérer ce qu'on venait de me dire. Ce que Jack venait de dire n'avait aucun sens. Comment les histoires qu'il m'avait racontées avaient-elles pu s'imprégner à ce point dans mon subconscient? Bien sûr, cela devait être une coïncidence, mais même ainsi, mon travail consistait à découvrir et à enquêter sur des vérités dérangeantes, et je savais que je devais prendre mes distances émotionnellement pour le faire. Alors, pourquoi étais-je si en colère contre Jack de m'avoir fait subir cela? J'ai fait de mon mieux pour réprimer mes émotions négatives et rester professionnel et accueillant. « Puis-je vous offrir une tasse de café ?» ai-je demandé à mon invité. Jack a esquissé un petit sourire et m'a fait un clin d'œil avant de fouiller dans la poche de sa veste et d'en sortir une petite bouteille de whisky. « J'ai pensé que nous pourrions boire quelque chose de plus fort, » dit-il modestement. Je haussai les sourcils comme à mon habitude avant de regarder ma montre. « C'est un peu tôt, tu ne trouves pas ?» dis-je d'un ton vertueux. « Crois-moi, à la fin de la conversation, tu auras besoin d'un alcool fort, » répondit Jack avec fermeté. « Et maintenant, je te suggère d'aller nous chercher 2 verres. » Je me levai à contre-cœur du canapé et me traînai jusqu'à la cuisine. Au début, je ne pris qu'un seul verre dans le placard, mais je changeai d'avis et en pris un deuxième. Je posai les 2 verres sur la table basse à côté de la bouteille de Jack. À ce moment-là, mon hospitalité avait atteint ses limites et j'exigeais des réponses de mon invité. « Qu'est-ce que tu as pour moi, mon vieux ?» demandai-je fermement. Jack a esquissé un faible sourire, peut-être impressionné par mon attitude professionnelle. « Eh bien, mon ami, » a-t-il commencé, « tu as fait preuve de la prudence nécessaire. Je suis donc sûr que tu connais Bloop. » J'ai réfléchi un instant avant de me rappeler où j'avais déjà entendu ce nom étrange. « Oui, je crois, oui, » répondis-je finalement, lorsque mon cerveau épuisé eut retrouvé l'information stockée. Si je comprends bien, Bloop est un son sous-marin non identifié enregistré par la NOAA à la fin des années 90. « C'est exact, » confirma Jack froidement. Le son a été enregistré dans le sud de l'océan Pacifique en 1997 par un système de dispositifs d'écoute utilisé pour surveiller l'activité sismique sous-marine. Entre autres choses, il peut être décrit comme un son à très basse fréquence et à haute amplitude. Au départ, la théorie avancée était que la source était un être vivant dont le cri était plus puissant que celui de n'importe quel animal connu dans les océans de la Terre. Officiellement, cela restait un mystère, mais en 2012, la NOAA a déclaré que le son correspondait au mouvement des glaciers et était très probablement causé par un éclat de glace. J'ai ri nerveusement car je pensais savoir où cela allait mener. Laisse-moi deviner, l'histoire de 2012 était une couverture, et il y a vraiment une créature géante qui nage là-bas. Jack n'a pas ri avec moi et m'a répondu d'un ton sérieux « C'est possible, je ne peux pas le dire avec certitude, ce n'était pas mon affaire, et je n'ai pas reçu de briefing complet indiquant qu'il était tout à fait possible que le bloop provenait d'une créature marine géante et encore inconnue. Nous avons découvert dans les profondeurs une série d'animaux qui n'ont jamais été montrés au public, et on peut supposer avec certitude qu'il y en a encore beaucoup d'autres qui attendent d'être découverts. » Il fit une pause un instant pour laisser cette déclaration faire son effet. « Mais je ne suis pas ici pour te parler de monstres marins. Je crains que ce ne soit pas le cas cette fois-ci. Je dois te parler d'une menace bien plus grave, un mal ancien et indicible que nous avons involontairement libéré dans notre monde. Et tout a commencé par un son sous-marin non identifié. Celui qui nous a conduits dans un endroit très sombre. « Ah, ça a l'air sinistre, » dis-je,
essayant de détendre l'atmosphère, même si mon estomac était littéralement noué. Jack prit une profonde inspiration, comme s'il ne voulait pas continuer, mais finit par parler. Il y a 2 ans, nos systèmes de surveillance acoustique ont détecté un signal non identifié provenant de l'Atlantique Sud, à environ 300 miles au sud des îles Malouines. Bien sûr, nous avions déjà capté des sons mystérieux, y compris le pack bloop. La plupart d'entre eux, comme on l'a découvert, sont d'origine naturelle. Avalanches, sous-marines, chants de baleines, etc. Mais ce son ne ressemblait à rien de ce que nous avions enregistré auparavant. L'enregistrement initial était parasité et de mauvaise qualité. Mais une chose était claire, ce que nous avions entendu était une voix humaine, une voix féminine pour être précis. Mon sang s'est glacé dans mes veines et mes yeux se sont écarquillés lorsque j'ai regardé Jack avec stupéfaction. « Comment est-ce possible ?» me suis-je exclamé avec horreur. « Nous n'en avions aucune idée », a répondu Jack honnêtement. « Mais la haute direction voulait que nous menions une enquête. Nous avons envoyé un navire d'écoute à l'endroit où le signal avait été détecté pour la première fois et je faisais partie de l'équipe. Nous avons navigué vers le sud depuis Port Stanley, jeté l'ancre dans les eaux glacées de l'Antarctique et mis en marche notre réseau de hydrophones. Puis, nous avons attendu. Je dois avouer que j'étais sceptique et que je pensais que nous allions rentrer bredouille. Mais nous n'étions là que depuis quelques heures, lorsque nos capteurs ont capté un signal clair comme le jour. Sur ces mots, Jack sortit son téléphone de la poche de sa veste d'une main tremblante. Son doigt s'est figé au-dessus de l'écran pendant un moment tendu, avant qu'il n'appuie et ne lance la lecture du fichier audio. Je me suis penché en avant et j'ai écouté attentivement, tandis que l'enregistrement commençait par le son familier de l'eau bouillonnante. Mais après un instant, ce son a été interrompu par une voix claire qui parlait un anglais parfait. Je ne sais pas comment décrire exactement cette voix. Elle était clairement féminine, mais monotone et sans émotion, comme si elle lisait un script. Il y avait quelque chose de glaçant et de sinistre dans sa sonorité. La voix de cette femme me semblait étrangement familière, mais je ne parvenais pas à me rappeler d'où je la connaissais. Je vais retranscrire ici le message, mais nous omettrons certains détails pour des raisons qui deviendront évidentes. Voici ce qu'elle a dit. Ce message s'adresse aux êtres du monde des mortels, à ceux qui habitent les terres au-dessus de nous. Nous avons les réponses que vous cherchez. Les secrets de la terre et des mers seront révélés. Suivait une série de chiffres qui, comme Jack l'a confirmé, étaient des coordonnées, ainsi qu'une date et une heure précises, détails que je ne divulguerai pas publiquement. Venez à cet endroit, Hoyt, et cherchez ces mots. Ex nihilo nihil, fi sanguismus tibi. Venez à nous, et tout vous sera révélé. Jack arrêta immédiatement l'enregistrement, le corps tremblant et le visage pâle. Maintenant, j'ai besoin de boire, dit-il d'une voix tremblante. J'ai obéi sans poser de questions, versant un grand verre de whisky à mon compagnon et m'en servant un pour moi. Nous avons bu une bonne dose avant que Jack ne se ressaisisse suffisamment pour continuer. Le message a continué en boucle pendant environ 1 heure, a-t-il expliqué, puis nos microphones sont tombés en panne et nous avons perdu le signal. Mais ce n'était pas le plus effrayant. En quelques minutes, la température de l'eau a grimpé en flèche. Je veux dire, elle est d'y passer de négative à presque bouillante, comme si l'enfer lui-même remontait à la surface. Cela aurait dû être impossible, et pourtant, je vous jure que c'est vrai. Il s'est tu à nouveau pour prendre une autre gorgée d'alcool fort. Comme vous pouvez l'imaginer, cet événement a provoqué une grande peur parmi l'équipage, mais heureusement, la température de l'eau a rapidement baissé et nous avons rapidement levé l'ancre et quitté la zone. Notre équipement a brûlé, mais nous avions un enregistrement audio que nous avons rapporté à nos supérieurs. J'ai hoché la tête avec admiration. L'histoire de Jack était folle, mais j'écoutais attentivement chacun de ses mots. Et maintenant,
Je croyais vraiment ce vieux loup de mer. J'avais beaucoup de questions, mais une en particulier me venait à l'esprit. Ces mots en latin, que signifient-ils ? Ai-je demandé d'une voix tremblante. Jack a hésité longuement avant de répondre, bien qu'il n'ait pas pu me regarder dans les yeux lorsqu'il a murmuré la traduction. Rien ne vient de rien, mon sang pour toi. Mon cœur s'est presque arrêté et j'ai pris une profonde inspiration avant de poser la question suivante. Qu'avez-vous fait ensuite ? Jack renifla avant de boire à nouveau. Je vais te dire ce que nous devions faire. Rien. J'ai insisté pour que le message soit ignoré. Nous avions affaire à des forces que nous ne comprenions pas, et il y avait un risque évident que nous soyons attirés dans un piège. Les coordonnées, transmises dans le message, se trouvaient en plein milieu de la fosse Challenger. Connais-tu cette région ? Bien sûr, répondis-je après avoir réfléchi une seconde. Le point le plus profond du fond marin, situé dans la fosse des Mariannes, dans la partie occidentale de l'océan Pacifique. Je crois que le bathyscaphe Trieste a été le premier à descendre dans ces profondeurs en 1960. Et James Cameron n'a-t-il pas effectué une plongée en solo ? Oui, répondit Jack en riant. Une star hollywoodienne est descendue dans le Deep Sea Challenger en 2012. Il y a eu plusieurs autres descentes au cours des dernières années, mais je doute que quelqu'un descende à nouveau dans un avenir proche. Pas après cet incident. Que s'est-il passé, bon sang ? Demandai-je, les lèvres tremblantes. Jack vida son verre et se resservit avant de répondre. Andy Smith était l'ancien directeur de l'OSOR qui m'avait embauché. À l'époque, il était à la retraite. Je ne nommerai pas son remplaçant, mais tu pourras probablement découvrir son identité en faisant quelques de recherches. Autant dire que le nouveau patron était un vrai fils de pute arrogant, et ambitieux aussi. Comme je l'ai déjà dit, j'étais contre l'expédition, et je n'étais pas le seul. Mais dans chaque génération et chaque organisation, il y a un connard qui pense pouvoir défier les dieux, qui continue à repousser les limites sans penser aux conséquences. Et bien sûr, ce cas n'a pas fait exception. Il posa son verre, les yeux remplis de larmes de colère, tandis qu'il tenait le téléphone d'une main tremblante. Nous avions la date, l'heure, le lieu et les instructions, expliqua Jack, et nous les avons suivies à la lettre. Pour l'opération, on a utilisé un appareil sous-marin, appelé DSV Voyager. Sa conception et ses caractéristiques ont été étroitement calquées sur celles de Limiting Factor, qui a effectué plusieurs expéditions au point le plus profond. Mais le Voyager avait été spécialement modifié pour cette mission et placé sous le contrôle de l'OSOR. Le Voyager avait un équipage de 2 personnes, Collins et Rodriguez. Tous deux étaient des membres de la marine avec des décennies d'expérience dans le pilotage de sous-marins. Ces gars étaient des pros et avaient dû être formés pour faire face à tous les scénarios imaginables. Mais rien ne pouvait préparer ces gars à l'enfer dans lequel on les avait envoyés, comme des agneaux à l'abattoir, les pauvres. Il se tut, prit une profonde inspiration et regarda son verre. Je vais diffuser la dernière communication avec l'équipage du Voyager le jour de la mission. Je dois vous avertir que ce n'est pas facile à écouter. Je me suis préparé, sans vraiment savoir à quoi m'attendre, mais en sachant que ce ne serait certainement pas quelque chose de bon. J'ai entendu l'échange radio entre le Voyager et leur quartier général, à la surface. Cela m'a rappelé la conversation entre les astronautes et leur centre de contrôle sur Terre. Houston, nous avons un problème. Cette transmission ne venait pas de l'espace, mais les pionniers se trouvaient dans un environnement tout aussi étranger et dangereux. Néanmoins, les aquanautes étaient calmes et professionnels lorsqu'ils transmettaient de leurs mises à jour. Du moins, au début. Pilote du Voyager, nous avons touché le fond. Commandant, quartier général. Bienvenue au fond du monde, messieurs. 10 970 mètres sous la surface de l'océan. Pilote, bien reçu. Commandant,
Veuillez fournir un rapport sur la situation. Pilote, nous avons réussi à nous arrimer au fond de l'océan selon les coordonnées exactes fournies. La coque robuste est intacte. L'environnement est stable. Nous sommes Jules prêts quand vous l'êtes, commandant. Commandant. Très bien. Il y eut un long silence avant la transmission suivante, qui, je suppose, était due aux discussions qui se déroulaient à la surface. Finalement, le commandant donna son ordre. Commandant. Très bien, voyagez. Vous êtes autorisé à continuer. Veuillez transmettre le message. Pilote. Bien reçu, monsieur. Un instant plus tard, nous avons entendu ces mots latins sinistres résonner dans les haut-parleurs. Le son était étouffé par une pression énorme, mais il était encore audible. Ex nihilo nihil fit sanguis meus tibi. La voix continuait à se répéter en boucle, grondant dans l'océan le plus profond et le plus sombre de la terre. J'ai secoué la tête, incrédule, stupéfait que quelqu'un d'aussi puissant puisse ordonner une mission aussi imprudente. Ce faisant, j'ai regardé Jack dans les yeux et j'ai croisé son regard lourd. Nous avons continué à écouter l'enregistrement audio lorsque l'enfer s'est déchaîné. Tout a commencé par un grondement sourd qui est lentement devenu plus fort et plus intense. Pilote, quartier général, nous avons une activité sismique importante ici en bas. Sa voix, auparavant calme, commençait maintenant à se briser. Commandant, veuillez répéter, voyager, répondit une voix confuse depuis la surface. Une deuxième voix paniquée retentit depuis le bathyscaphe. Second pilote, oh mon Dieu, le fond marin s'ouvre. Commandant, restez calme, voyagez, lancez les protocoles d'urgence. Pilote, la température extérieure augmente rapidement. L'eau devient rouge. Bon sang, que se passe-t-il? Commandant, voyagez, dites-moi ce que vous voyez. Vous m'entendez? Pilote, ils sont partout autour de nous. Ils nous poursuivent. Commandant, qu'y a-t-il autour de vous? Voyagez? Que se passe-t-il? Pilote, ce ne sont pas des humains. Ils ressemblent à des humains, mais ce n'en sont pas. Ces créatures, ces démons, ils sortent de l'ombre. Leurs yeux. Oh mon Dieu, ces maudits yeux. Ils voient de tout. Commandant, bon sang Collins, reprenez-vous. Pilote, c'est trop tard. Ils sont en nous. Nous ne pouvons plus lutter. Rodriguez, il était mort. Nous manquons d'air. La pression augmente. Oh mon Dieu. Il y eut quelques millisecondes de cris maniaques et glaçants, puis le silence. Rien d'autre que les interférences du sous-marin, tandis que le commandant criait inutilement dans la ligne de communication. Commandant, voyagez, vous m'entendez? Voyagez, répondez-moi, bon sang. À ce moment-là, Jack interrompit brusquement l'enregistrement audio, me laissant dans un silence stupéfait. À ce moment-là, mon cerveau effrayé avait tant de choses à digérer, mais une chose en particulier me vint à l'esprit. Des entités humanoïdes ténébreuses aux yeux brûlants. Les aquanautes avaient apparemment été attaqués par ces créatures au fond de l'océan. Mais je connaissais déjà ces démons, car ils avaient hanté mes rêves la nuit précédente. Il m'a fallu un certain temps avant de pouvoir parler à nouveau et poser la question suivante. Que s'est-il passé, Jack? Mon compagnon ne pouvait que hausser les épaules avant de répondre honnêtement. Nous ne savons pas exactement. L'explication la plus plausible est une brèche dans la coque, une implosion. En raison de la pression énorme, les membres de l'équipage ont pu halluciner à cause du manque d'oxygène. Après un tel incident, il ne resterait pas grand-chose. Nous avons néanmoins envoyé un bathyscaphe sans pilote sur place pour trouver des indices, mais nous n'avons rien trouvé. Ni débris, ni restes humains, ni aucune preuve que le Voyager ait jamais été là. Et selon les registres officiels, il n'y a jamais été. Le Voyager n'apparaissait pas dans les documents. Collins et Rodriguez auraient péri dans un accident lors d'un entraînement. Et tout cet incident sordide aurait été dissimulé. J'ai hoché la tête, car je me retrouvais soudainement en terrain connu. Une mission secrète qui a mal tourné.
des gens bien qui ont perdu la vie à cause de la négligence de leurs supérieurs et de la dissimulation de la part de ceux qui détiennent le pouvoir. C'est un véritable scoop, même sans mentionner les aspects les plus inhabituels, ai-je murmuré. En effet, répondit Jack d'un ton solennel mais triste, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Je sentis mon cœur se briser lorsque je compris le sens de ces mots. Le message, les créatures qui sont sorties des profondeurs, elles ne s'arrêteront pas, n'est-ce pas? Non, ils ne s'arrêteront pas, confirma Jack d'une voix honteuse. Ce jour-là, nous avons libéré quelque chose. Un mal ancien qui était enfermé dans les profondeurs de l'océan depuis des milliers d'années. Et maintenant, grâce à nos actions imprudentes, ce mal est libre. Il soupira et baissa la voix jusqu'à murmurer avant d'expliquer. J'ai démissionné peu après le fiasco du Challenger Deep. C'était ça, ou finir par tuer mon commandant. Mais j'ai des amis à l'Ossor et je suis au courant de ce qui se passe. L'activité au cours de la dernière année ou presque est hors norme. Des disparitions en mer, des créatures non identifiées sortant des profondeurs, des voix désincarnées entendues sur les côtes et des ombres humaines aperçues sur des plateformes pétrolières et des îles isolées. Il y a eu tellement d'incidents que la division n'arrive plus à faire face. Il se passe quelque chose de très effrayant dans nos océans, et cela ne va faire qu'empirer. Le reste de notre conversation ce matin-là est une sorte de tache floue dans ma mémoire. Je me souviens que nous avons bu au moins un autre verre avant que Jack ne quitte ma maison. Je me souviens très bien de ses derniers mots lorsque je l'ai raccompagné à la porte. Ses yeux étaient injectés de sang et à moitié fous. « Méfie-toi des cauchemars, mon ami », m'a-t-il averti. « Les démons n'habitent pas seulement les mers. Ils peuvent donc s'introduire dans ton esprit si tu les laisses te faire. » Et sur ces mots, il était parti. Cette nuit-là fut encore pire que la précédente, car même l'alcool ne m'aida pas à dormir normalement. Les cauchemars n'étaient pas aussi vifs qu'auparavant, mais à la place, je fus assailli par une série d'images terrifiantes. Des gens se noyant dans la mer, des sirènes entraînant des enfants dans des tombes aquatiques et des monstres répugnants, indescriptibles, qui s'élevaient des profondeurs glacées. Et tout le temps, je voyais ces démons répugnants et fantomatiques. Chaque fois que je fermais les yeux, j'étais attaqué par les boules de feu qui leur servaient d'endieu. On aurait dit qu'ils voyaient, dans mon âme, qu'ils connaissaient tous mes secrets et mes désirs les plus sombres, et qu'ils utiliseraient toutes les faiblesses possibles pour me détruire. Je crains sincèrement de ne plus jamais pouvoir me reposer, après toutes les horreurs que j'ai vues et entendues. J'ai appelé Jack à 5 heures du matin le lendemain et j'ai découvert qu'il était déjà réveillé. Il semblait étrange au téléphone, mais nous avons convenu de nous retrouver à la jetée, peu après le lever du soleil. Jack m'a dit que ce serait notre dernière rencontre et qu'il me fournirait toutes les preuves nécessaires pour publier mon histoire. J'espérais qu'il ne parlait pas sérieusement de notre dernière rencontre. Cette histoire m'a marqué comme aucune autre, envahissant mon subconscient et prenant le contrôle de toute ma vie. Je n'avais plus personne à qui en parler. Jack Brady était le seul à comprendre. Je suis arrivé au quai peu après le lever du soleil, après avoir attendu mon compagnon pendant près d'1 heure sur un banc. J'ai regardé la mer et j'ai vu une tempête se former à l'horizon, avec des nuages noirs et de grosses vagues clairement visibles. Cependant, à ce moment-là, je n'y ai pas prêté attention. Jack était en retard, ce qui ne lui ressemblait pas. J'ai essayé de l'appeler, mais je suis tombé directement sur sa messagerie vocale. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'inquiéter. Je me suis souvenu de notre précédente rencontre, que le yacht de Jack, le Nautilus, était amarré à la marina, et je me suis demandé s'il travaillait sur le bateau. Je me suis dirigé le long du quai, jetant un œil inquiet à l'eau et au front orageux qui se déplaçait rapidement dans ma direction. À ma grande surprise,
Le Nautilus n'était pas à son emplacement habituel. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu le bateau de Jack flotter, glissant vers la sortie du port, les voiles baissées et le moteur en marche. Jack était à la barre, dirigeant le bateau vers le large. La panique m'a envahi et j'ai couru sur le quai en criant son nom. Je me suis souvenu de ce qu'il m'avait dit lors de notre deuxième rencontre, qu'il n'était pas retourné en mer depuis sa retraite et qu'il n'avait pas l'intention de le faire à nouveau. Il avait pu changer d'avis, bien sûr, mais j'avais le sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas. Jack naviguait droit vers la tempête qui approchait et ne réagissait pas à mes cris de plus en plus désespérés. Au lieu de cela, Jack regardait droit vers la mer avec une détermination inébranlable sur le visage, tandis que ses yeux étaient extrêmement concentrés, comme s'il était ensorcelé ou en transe. J'ai couru jusqu'au bout de la jetée, où la tempête s'est abattue sur moi avec des vents violents et une pluie battante. J'ai continué à crier jusqu'à ce que mes poumons refusent de fonctionner. Jack n'a pas fait demi-tour et son bateau a disparu dans la tempête déchaînée. J'ai immédiatement contacté les gardes-côtes qui ont lancé les recherches dès que possible. La tempête était intense et violente, mais de courte durée. Le Nautilus a été retrouvé plus tard dans la journée, chaviré et à peine à flot. Jack Brady n'était pas à bord et n'était nulle part à proximité. Les recherches se sont poursuivies pendant 3 jours, mais aucune trace n'a été trouvée et elles ont finalement été abandonnées. Les autorités ont conclu que Jack avait disparu en mer et s'était noyé. Personne ne pouvait expliquer pourquoi un marin expérimenté avait pris la mer pendant une violente tempête sans prendre les précautions d'usage. Beaucoup pensaient qu'il s'était suicidé, mais je connaissais la vérité. Il ne fait aucun doute que le mal qui s'était échappé avait finalement eu raison de Jack Brady, le poussant à entreprendre ce voyage en mer fatale qui lui a coûté la vie. Jack n'était plus là, mais il m'avait laissé un cadeau d'adieu. En raison du chaos de cette journée, plusieurs heures se sont écoulées avant que je ne consulte mes emails sur mon téléphone. Lorsque je l'ai fait, j'ai découvert un message provenant du compte de Jack. Un email sans objet, contenant uniquement un lien. Dans des circonstances normales, j'aurais supprimé cet email comme spam, mais au lieu de cela, j'ai cliqué sur le lien qui menait à un dossier Dropbox. À l'intérieur du dossier se trouvait un véritable trésor de preuves et de données. Toutes les vidéos et tous les enregistrements audio que Jack m'avait montrés lors de nos rencontres, et bien plus encore. Il y avait des journaux, des témoignages, des rapports de renseignements et d'innombrables photos et documents qui prouvaient sans aucun doute raisonnable que les récits de Jack étaient vrais. Si j'avais eu le temps, j'aurais tout de même fait preuve de la prudence nécessaire en enquêtant et en examinant chaque document, en vérifiant leur authenticité, en suivant les pistes et en recherchant d'autres témoins. Mais hélas, je crains que mon temps soit limité et je suis donc obligé d'écrire cet article à la hâte. Car voyez-vous, le mal qui s'est emparé de Jack est désormais solidement ancré dans mon esprit. Et ce ne sont pas seulement mes rêves qui sont remplis d'images cauchemardesques. Pendant la journée, je sens que quelque chose m'attire vers l'océan. Je passe des heures au bord de l'eau, à regarder la mer. Un désir irrésistible monte en moi, m'attirant vers les profondeurs froides et impitoyables. Je lutte de toutes mes forces, mais je crains que ce ne soit qu'une question de temps avant que les forces démoniaques qui contrôlent désormais nos océans ne s'emparent de mon corps et de mon âme. C'est pourquoi je m'adresse à vous dans un dernier acte désespéré. Il est clair que notre gouvernement est incapable d'arrêter le mal qu'il a involontairement libéré, et il semble que sa seule priorité soit de dissimuler son implication dans ces événements. Mais même si je suis condamné, j'ai encore de l'espoir pour l'humanité. Je partage l'histoire de Jack dans l'espoir que quelqu'un qui la lira pourra empêcher ce mal de nous détruire. Il doit bien exister des indices quelque part.
des connaissances anciennes ou de la magie blanche qui ont permis de contenir ces démons aquatiques pendant tant de générations. Il doit y avoir un moyen. Cela ne peut pas être la fin. S'il te plaît, Dieu, sauve-nous maintenant, avant qu'il ne soit trop tard,